Nous sommes le 31 janvier 2020, c'est une date historique. D'abord pour le Royaume-Uni, puisque cette date marque un épilogue, au moins pour quelque temps, de la vaste hésitation qui a caractérisé la relation entre les Britanniques et l'Europe depuis plus d'un demi-siècle. C'est aussi un événement historique pour l'Union européenne, parce que pour la première fois, depuis 1957, depuis que 6 États ont décidé de fonder, de se lancer dans cette entreprise commune, que l'un des membres quitte l'édifice. C'est un événement historique parce que, d'abord, c'est un démenti de cette idée selon laquelle l'Union européenne avait vocation progressivement à s'étendre sur l'ensemble du continent européen. C'est aussi un désaveu par rapport à un principe, ce principe de l'union sans cesse plus étroite, qui était gravé au frontispice des traités. C'est aussi, même si par certains côtés c'est une clarification qui était devenue inéluctable et nécessaire, près de 3 ans après le référendum de 2016, c'est aussi, disais-je, une amputation pour l'Europe sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan démographique. Le Royaume-Uni cessera d'être un État membre de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie? Avant tout, une signification institutionnelle. Le Royaume-Uni ne siégera plus au Conseil des ministres de l'Union. Il n'y aura plus de pancartes ou de délégations britanniques dans tous les conseils, comités, groupes d'experts. Vous savez qu'il en existe plusieurs centaines qui se réunissent tous les jours. Il n'y a plus de parlementaires britanniques à Strasbourg. Il n'y aura plus de juges britanniques à Luxembourg. Mais ce retrait, ce départ, s'effectue finalement d'une manière ordonnée. C'est le sens de cet accord de retrait qui a été si difficilement ratifié par le Parlement britannique. Il a fallu plusieurs épisodes, 2 élections. Et la signification de cet accord de retrait, c'est qu'il permet un départ en relatif bon ordre. Ça signifie notamment, entre autres dispositions, que les ressortissants européens, les citoyens européens aujourd'hui résidant ou travaillant au Royaume-Uni à la date du retrait pourront continuer à résider et à travailler, et symétriquement, les ressortissants britanniques sur le continent bénéficieront des mêmes droits. Et surtout, cet accord de retrait comporte une disposition très importante, à savoir la mise en place d'une période de transition pendant laquelle le droit de l'Union continuera à s'appliquer intégralement au Royaume-Uni et donc à régir les relations économiques entre les 27 et le Royaume-Uni. Cette période de transition devrait durer jusqu'à la fin de cette année, sauf si les partis décideraient de la prolonger, mais il faudra pour cela une demande des autorités britanniques, et au moins à ce stade, M. Boris Johnson n'en a absolument pas la volonté. Une nouvelle négociation va s'engager à compter du 1er février. Et à maints égards, c'est la véritable négociation qui va s'engager, car il va s'agir à présent de définir le cadre de la relation future entre le Royaume-Uni et l'Europe des 27 dans tous les domaines. C'est donc une négociation extrêmement complexe qu'il va s'agir de mener à bien, puisqu'elle va embrasser tous les sujets, le commerce des biens, des services, la circulation des personnes, la défense, la sécurité, la justice. Et dès lors, imaginez pouvoir la conclure et la faire ratifier. Il faudra cette fois une ratification par tous les États membres d'ici la fin de l'année, et pour le moins ambitieux. Deuxièmement, c'est une négociation qui sera extraordinairement difficile parce que les positions de départ des partis seront antagonistes. Pour Boris Johnson, ainsi qu'il l'a déclaré, on peut résumer l'objectif de la manière suivante: le maximum d'accès et de participation au marché intérieur,
le minimum d'engagement d'alignement réglementaire. Comme il l'a dit, mon objectif, c'est zéro taxe, zéro quota. Pour les Européens, la Commission, qui négociera en leur nom, les 27, la priorité, c'est l'intégrité du marché intérieur. Et l'intégrité, ça signifie notamment le caractère indissociable de ses composantes, les fameuses 4 libertés. Et c'est aussi l'objectif de faire en sorte que soit respecté le meilleur level playing field possible entre le continent et le Royaume-Uni. En d'autres termes, pour les 27, comme l'a résumé la présidente de la Commission, oui, zéro taxe, oui, zéro quota, mais à condition qu'il y ait zéro dumping, c'est-à-dire aucun biais réglementaire. Et donc, ces deux positions donnent bien, je pense, le cadre de ce qui nous attend. Tout d'abord, même si c'est évident aujourd'hui, le déni, à savoir penser que ce fameux départ du Royaume-Uni n'aura pas lieu en définitive, le déni est définitivement dépassé. Le Royaume-Uni sera un pays tiers, comme on dit dans le droit de l'Union. Or, chacun doit se remémorer qu'il y a une différence radicale dans le droit européen entre le citoyen européen et celui qui ne l'est pas, entre l'entreprise européenne et l'entreprise de pays tiers. Et donc il faut pleinement intégrer cette réalité prochaine qui s'imposera au plus tard à la fin de cette année, ou en tout cas à la fin de la période de transition. Deuxièmement, les 27 seront probablement contraints de se lancer dans un exercice de définition de priorité, tant il apparaît très difficile de mener à bien une négociation complète sur tous les sujets que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, en matière de pêche, chacun sait qu'il y a une urgence de premier rang, mais il y a des limites à ce travail de priorité, car ce pourrait être autant de rupture de cette intégrité du marché intérieur, de cette indissociabilité de ses composantes. Donc chacun devrait y être attentif et, en poussant ses priorités sectorielles, penser qu'il y a un risque d'affaiblissement majeur de la négociation dans son ensemble pour l'Europe. Troisièmement, j'évoquais le level playing field. Il appartient à chaque secteur, à chaque entreprise, d'apprécier où se situent les risques de dumping réglementaire entre leurs activités et celles qui seront développées au Royaume-Uni, afin d'en avertir le gouvernement, les négociateurs, la Commission. Enfin, le risque que tout ceci se termine mal, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni accord sur le statut futur, ni prolongation de la transition. En d'autres termes, on retrouverait le scénario qu'on a réussi à conjurer jusqu'ici, mais qui donne lieu à la préparation de mesures dites de contingence, aussi bien au niveau de la Commission, des gouvernements que des entreprises. Et le dernier conseil qu'il faut exprimer, c'est qu'il faut continuer à préparer ces mesures de contingence en espérant qu'elles ne servent pas.